Bienvenue dans le podcast du Lab Coaching Long Life. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Le Lab Coaching, c'est un studio de coaching sport, santé et bien-être qui est situé à Paris. Dans ce podcast, nous recevons des experts de la santé, du sport et de la longévité pour mieux comprendre comment rester en bonne santé le plus longtemps possible. Le but, vous donner des connaissances, des outils et des habitudes concrètes pour améliorer votre santé au quotidien. Et si le vrai problème venait du fonctionnement de nos cellules? Dans cet épisode, on reçoit le docteur Valérie Espinas, docteur en pharmacie, spécialisé en micronutrition et nutrition cellulaire. On va parler mitochondrie, microbiote, inflammation, hormones, vieillissement biologique et surtout comment retrouver une vraie énergie durable. Merci beaucoup Valérie d'être avec nous et de partager ce moment. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, vous présenter rapidement pour expliquer un petit peu votre parcours, ce qui vous a amené à vous intéresser justement à la cellule, et puis nous expliquer un petit peu ce que vous faites autour justement de la cellule et de la nutrition donc cellulaire. Alors c'est un parcours qui est long, quelque part, d'années. En fait, j'ai été pionnière il y a 25 ans à amener en France et à Paris les consultations en micronutrition, sachant que je suis docteur en pharmacie. Je les ai amenées, je pratique depuis 25 ans auprès de milliers de patients. Et à force de pratiquer la micronutrition telle qu'elle m'avait été enseignée de manière académique dans les universités, enfin dans l'université, et comme elle est enseignée dans les universités en pharmacie, j'ai rapidement senti un obstacle. L'obstacle, c'était qu'on faisait des bilans, on testait la vitamine D, le fer, le magnésium, s'il en est, enfin certains paramètres, et qu'on n'avait pas toujours de carence, pas toujours de déficit biologique, mais qu'on avait, comme vous le disiez tout à l'heure, des fatigues chroniques, des brouillards mentales, des chutes hormonales, et où la micronutrition, si on ne l'observait que de manière académique, c'est-à-dire en supplémentant par rapport à des déficits, n'était pas opérationnelle. Donc j'ai commencé quelque part à fonctionner, j'ai envie de dire un peu en roue libre, au rythme de mes patients et au vu de ce qui commençait à marcher. Et puis la science, heureusement, nous rattrape toujours, et notamment aux États-Unis, notamment à Boston, au MIT, où ils font beaucoup de recherches autour de la micronutrition, autour de la nutrition. Et là, j'ai eu mes réponses, c'est-à-dire que la cellule, c'est l'organe majeur de l'ensemble de nos organes. Que je parle du microbiote, je parlerai des cellules, des bactéries. Que je parle de ma peau, je parlerai des cellules cutanées. Bref, nous ne sommes faits que de milliards de cellules. Et que cette cellule, et notamment on parlera de la mitochondrie tout à l'heure, va réagir à un ensemble de signaux de stimulation nutritionnelle. Et c'est ce que j'ai appelé la nutrition cellulaire. D'accord, super, c'est passionnant en effet et de voir l'évolution justement au fur et à mesure, de ce que vous avez pu apprendre et de ce que maintenant, vous inculquez aux gens, c'est passionnant en C'est effet. vraiment un parcours, Ouais, vraiment, c'est mmh. presque, j'ai envie de dire, un parcours initiatique professionnel. J'ai démarré avec ma formation académique de pharmacien. Je fais des spécialisations absolument nécessaires, hein, Mmh. vraiment importantes. Et pour autant, la pratique m'a amené beaucoup d'autres choses et c'est ce qui m'a amené à développer ce concept de la cellulaire nutrition. OK, super, très clair. Et du coup, cette nutrition cellulaire, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus à quoi ça correspond? Prendre un exemple type ou nous expliquer quand vous recevez quelqu'un, comment ça se passe et comment justement vous appliquez cette nutrition cellulaire? Alors, la nutrition cellulaire, le but, ça va être déjà de comprendre les symptômes. Les symptômes, est-ce que ça se révèle par une fatigue? Est-ce que ça se révèle par une dysbiose? Est-ce que ça se révèle par une inflammation de bas grade sous-jacente avec des symptômes qui ne sont pas toujours évidents à percevoir? On parlait de chute hormonale parce qu'on parle de longévité. On peut parler du métabolisme aussi, hein, et du poids en parlant du métabolisme. Donc les symptômes, ils sont toujours très importants, j'ai envie de dire par rapport aux patients parce que je consulte, mais par rapport à chaque personne, déjà presque, j'ai envie de vous dire, de se regarder dans la glace en termes de symptômes. Et puis après, justement, de voir au regard de l'alimentation qui est pour cette personne et de l'alimentation que l'on va avoir, est-ce que justement j'ai des besoins supérieurs par rapport aux besoins estimés? C'est-à-dire, je vais avoir une alimentation équilibrée, je vais avoir des apports caloriques, puisque souvent on se réfère, j'ai envie de dire malheureusement, Mmh. mais c'est reste un référent quand même aux calories.
Et puis finalement, les apports en micronutriments essentiels pour le fonctionnement de la cellule, et là on rentre dans la cellule et on rentre dans la mitochondrie, vont être véritablement différents au-delà des calories. Donc quid de plus de magnésium, plus de certaines vitamines, quid de plus de certains antioxydants, puisqu'on sait que le stress oxydatif va altérer aussi la fonction mitochondriale. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire un peu au cas par cas, mais il y a des généralités fort heureusement. Mais l'idée, ça va être vraiment de venir stimuler la fonction mitochondriale de la cellule pour optimiser. Quand votre mitochondrie fonctionne de manière optimale, on a presque envie de dire, au vu des études qui sortent, et moi de mon expérience professionnelle, qu'on pourrait avoir presque une longévité éternelle. C'est vraiment la fonction mitochondriale, c'est-à-dire la cellule, la fonction de la cellule, au cœur de la cellule. Si ça fonctionne de manière optimale, eh ben, on va avoir une longévité éternelle. Longévité, et comme vous le disiez tout à l'heure, la longévité aujourd'hui, on l'a bien recadré, c'est vieillir en bonne santé. C'est pas C'est vieillir, vieillir le plus vivre longtemps longtemps, possible. c'est vraiment en bonne santé. Donc quand je parle de longévité, c'est dans ce sens-là où je le dis, on pourrait presque estimé avoir une longévité éternelle. Si nos mitochondries, dans l'ensemble des cellules de notre corps, fonctionnent de manière optimale, Il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. On peut continuer. Est-ce que vous pouvez donner la différence pour nos auditeurs entre la nutrition classique Oui. et la micronutrition? Bien sûr, c'est très important et c'est une excellente question, comme on aime à le dire. La nutrition, c'est les apports alimentaires qui sont plus au niveau des macronutriments, qui sont estimés au niveau des macronutriments. Les protéines, l'apport en protéines qui vont être, l'apport en glucides, l'apport en lipides. Et tout ça va fournir un ensemble de calories qui est estimé. On a des besoins de 1600 à 1800 en fonction d'une vie normale. Un adulte normal va avoir ses besoins à peu près estimés qui peuvent être très différents en fonction qu'on est une personne plus âgée, qu'on va une personne qui va faire du sport, voilà, qui sont vraiment à requalifier. Donc ça, c'est la nutrition. Donc D'accord. on va la regarder plus au niveau des macronutriments et des apports caloriques, parce que chacun de ces macronutriments apporte des calories. Donc là, la base de la nutrition, en théorie, c'était ça. Et puis heureusement, on a bien compris que si on fournissait que des calories, mais vides de micronutriments, on n'avait pas un bon état de santé, et là, on reviendra à notre longévité. Donc la micronutrition, c'est tous ces micronutriments, ces nutriments infinitésimaux, les oligoéléments, le magnésium, le fer, les vitamines, vitamine D, vitamine C et toutes les autres, il y en a bien d'autres, il y a des antioxydants, qui vont être en quantité minimale, qui, la plupart du temps, ne vont pas apporter de calories, certains, mais vraiment c'est exceptionnel, mais qui sont fondamentaux au bon fonctionnement de l'organisme, et on revient encore au cœur de la cellule. Très bien. C'est très clair. C'est très clair. Et qu'est-ce qui, pour vous, en généralité, agresse le plus les cellules, du coup? Qu'est-ce que vous retrouvez le plus au travers des patients que vous pouvez suivre, des études que vous avez pu mener? Quel est pour vous, si vous aviez un facteur numéro un petit peu, ou faire un peu un ordre? Alors c'est une excellente question, mais elle est extrêmement difficile. Oui, j'imagine, parce que c'est un peu du cas par Moi, cas. je me suis spécialisée au départ vraiment par hasard, et puis c'est devenu une passion sur le microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal, j'ai envie de vous dire, c'est le pilier de votre santé. Puis en fait, si on va au cœur de la cellule et on va voir la mitochondrie, je vais vous dire, la mitochondrie, elle est indispensable. Et puis, si vous avez une inflammation de bas grade, tout ça va s'enrayer. Donc, elle est absolument indispensable de lutter contre cette inflammation de bas grade. Puis, si vous avez du stress oxydatif, votre mitochondrie ne fonctionnera pas bien, donc il va être essentiel. Donc, c'est une question où il est très difficile de répondre. Et moi, j'aime à parler des piliers de la longévité. Il n'y en a pas qu'un, il y en a des très importants, mais c'est plus le puzzle de la longévité et de ces piliers qui va faire que l'on va être en bonne santé, qu'on va vivre longtemps et en bonne santé. Et alors, du coup, pour vous, quels sont les piliers de la longévité? Alors, les piliers de la longévité, le microbiote indispensable, la mitochondrie essentielle, lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation de bas grade, évidemment, réguler les symptômes ou les dégâts collatéraux liés à la chute hormonale, évidemment, le stress, le sommeil, on ne cesse de le dire, mais ce sont des piliers qui restent pour plein de raisons toujours d'actualité, et plus que encore, j'ai envie de vous dire, parce que
vraiment la durée de sommeil diminue d'année en année chez des personnes adultes urbaines principalement. Et puis le contrôle du poids et voulant dire le contrôle du métabolisme. Et en disant cela, je ne dis pas je vais prôner la minceur, voire la maigreur, mais contrôler le fait de ne pas être en surpoids pour pas entraîner des maladies métaboliques, le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline, les pathologies cardiovasculaires, ça me semble être un pilier qu'on doit mettre dans l'ensemble de ces piliers. Tout à fait. Vous avez parlé du microbiote. Alors, moi, c'est un sujet qui me porte beaucoup à cœur. Je me renseigne sur beaucoup d'études sur le microbiote, mais j'ai l'impression qu'il est mal compris. Je vois qu'effectivement, les gens savent qu'on a besoin de manger des fibres pour le microbiote, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail sur le microbiote et nous expliquer ce que c'est? Alors déjà, je vais répondre à votre question, pourquoi vous n'y voyez pas très clair? Parce qu'on avance d'année en année sur les connaissances, sur ces milliards de bactéries qui composent ce microbiote intestinal. Il est d'une Mhm, complexité énorme. Moi, ça fait 20 ans que je suis dessus et j'espère encore apprendre beaucoup de choses. bien Donc, sûr. je Mmh. pense que Mmh. c'est très important de le mettre en perspective. Le microbiote intestinal, on a presque envie de dire c'est un organe dans votre organe. C'est des milliards de bactéries ou de micro-organismes qui sont au sein de votre tube digestif. On l'a très longtemps pas considéré parce que ce n'était pas un organe de votre corps, Bien sûr. alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est complètement essentiel. Il est composé majoritairement de bactéries. Alors, on a l'habitude de dire bactéries, on pense toujours à des pathologies infectieuses. Il y a des bactéries qui vous sont bénéfiques. On va Bien sûr. nommer ça profit. Donc là, ce sont des bactéries absolument bénéfiques. Il y a une grande diversité bactérienne et c'est toute la complexité de ce microbiote. Il y a aussi d'autres micro-organismes qui peuvent être des levures qui sont associées et puis quelques autres virus, dérivés de virus qui sont... La grande majorité du microbiote, c'est quand même les bactéries, les différentes souches de bactéries. Et là, on rentre dans une complexité énorme et Énorme. infinie Mhm, parce que des études relativement récentes nous amènent cette considération et à laquelle j'adhère absolument du fait de ma pratique de 20 ans, c'est qu'en fait, c'est notre microbiote, il est comme notre empreinte digitale. On a chacun, de manière très prédéterminée, un microbiote qui doit nous être propre. Et que quand il est déséquilibré par rapport à ce qu'il doit être, on va avoir des symptômes. bien sûr. J'en veux pour preuve, moi je fais des bilans de microbiote Mmh. et j'ai de temps en temps, je ne vais pas dire régulièrement, mais il m'arrive d'avoir des patients à qui je fais le check global et où ils ont des profondes dysbioses par rapport aux référents que l'on a et qui n'ont aucun problème digestif. Donc finalement, ils avaient une empreinte microbiotique avec un équilibre qui était le leur, qui est nommé dysbiose, mais finalement qui pour eux ne l'est peut-être pas. D'accord. Donc c'est très très complexe. C'est lié aux symptômes digestifs que l'on a. Il faut quand même bien les identifier. Ça a toujours du sens. On a beau dire que c'est pas essentiel. Si, dans le microbiote, c'est absolument essentiel. Et puis après, j'ai envie de dire l'immunité. Le terrain immunitaire est quand même un révélateur de bon ou moins bon microbiote. Ça, voilà, c'est les deux grands révélateurs ou indices d'un microbiote qui est de qualité, au-delà de bilans que l'on peut faire, bien sûr, auprès de laboratoires pour connaître l'état de son microbiote. Mais c'est très complexe, le microbiote. Par contre, complexe, mais essentiel. On sait aujourd'hui que, bien sûr, la digestion, parce que ça nous protège des bactéries pathogènes, justement, ça nous permet de bien digérer. Et ces bactéries, comme vous le disiez très justement, ont besoin des fibres alimentaires. Donc, on sait aujourd'hui que l'alimentation moderne, elle est extrêmement dépourvue en fibres. L'alimentation industrielle contient très, très, très peu de fibres. Donc là, il y a un vrai déficit et pour entretenir ce microbiote de manière qualitative, on en a besoin. Ce microbiote, il est absolument indispensable à l'immunité puisqu'on sait que 80% de nos cellules immunitaires sont sécrétées au niveau de nos cellules intestinales. Aujourd'hui, les études récentes sur la sérotonine, la dopamine, les neuromédiateurs sont sécrétés également au niveau intestinal. L'équilibre hormonal est vraiment très imbriqué avec la qualité du microbiote intestinal, notamment au moment de la ménopause, on s'en aperçoit. Des femmes qui vont avoir un microbiote de bonne qualité vont avoir moins de symptômes que des femmes qui auront un microbiote déséquilibré.
Bref, ce microbiote, j'aurais pu le mettre en tête de liste des Ouais. piliers, vous voyez. Et du coup, on entend beaucoup de gens qui prennent des probiotiques, des prébiotiques. Oui, Il y a eu un gros effet de mode là-dessus, je pense, parce que justement, on a beaucoup entendu parler du microbiote. On en entend en tout cas de plus en plus parler. C'est très bien, parce que c'est en effet un sujet qui nous passionne tous les deux. Euh, mais comment diriger un petit peu les gens sur, OK, j'ai un dysfonctionnement, qu'est-ce que doivent faire les personnes? Se diriger vers bien entendu des praticiens et des médecins, mais dans quel ordre prendre les choses? Parce qu'il y en a plein qui, maintenant en pharmacie, les prébiotiques et les probiotiques, on peut en trouver bien sans sûr. ordonnance. Oui, 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 oui. Et quels sont les dégâts que ça peut avoir quand c'est pris un peu à tout va comme d'autres types de médicaments qui sont sans ordonnance? Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des indications, des contre-indications? Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu Bien de sûr, manière avec globale? plaisir. Oui, oui. Alors déjà, c'est pas une catégorie médicamenteuse, Mm. hein, on est sur du complément alimentaire. Il y a des médicaments qui sont sans ordonnance. Là, on n'est pas sur du médicament. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Oui, en effet. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas toujours dénué d'effets secondaires ou d'efficacité. Mais en l'occurrence, pour les probiotiques, on n'est pas sur du médicament. Donc ça, c'est très important. Pour les probiotiques, c'est une catégorie à part et spécifique dans les compléments alimentaires. J'ai envie de dire, pour généraliser, parce qu'il va falloir Oui, bien sûr. généraliser, il y a peu, il n'y a pas de risque, je ne vais pas dire peu, il n'y a pas de risque, j'affirme vraiment qu'il n'y a pas de risque d'effet secondaire. OK. D'accord? Mhm. Il n'y a pas de risque que vous en preniez et puis finalement vous n'en avez pas besoin et vous allez avoir des effets secondaires délétères. Là, vous n'avez aucun risque. Par contre, en fonction de l'état de votre intestin, est-ce que la dysbiose était très importante, le déséquilibre du microbiote ou pas? Ben, vous aurez peut-être une tolérance différente à certaines souches probiotiques, Lactobacillus, Bifidobacterium, et avec leurs multiples sous-espèces, vous pourriez avoir des réactions digestives. C'est très simple. Moi, si on doit le faire voilà, simplement en allant dans sa pharmacie, moi, je dis souvent prendre plutôt des multisouches, prendre des probiotiques qui contiennent des multisouches qui vont être moindres en quantité, mais plus diversifiées, où on se rapprochera plus du microbiote intestinal, plutôt que de prendre une souche de Mm. probiotiques unitaires à une dose importante. Moi, je suis moins dans cette approche-là. Et faut pas hésiter justement à démarrer avec des petites doses. Vous voyez, souvent c'est présenté en gélule ou en sachet. Ben moi, je dis souvent de séparer la gélule en deux dans un premier temps pour voir comment on va le supporter. Et souvent, c'est très bien supporté. Alors, pour info quand même, les probiotiques, chez les enfants, aujourd'hui, c'est une recommandation médicale. Chez les enfants qui souffrent d'infections RL répétitives, c'est une recommandation dans le consensus médical, et pourtant on est sur du complément Mm. alimentaire, de les supplémenter pendant la période hivernale avec des probiotiques. Et on revient à l'immunité dont je parlais Ouais. tout à l'heure. Donc, les probiotiques, allez à la pharmacie, prenez des multisouches, faites un essai et voyez comment vous le supportez. En tout cas, vous n'avez pas de risque d'avoir des effets délétères ou secondaires ou que ce soit néfaste pour votre santé. J'ai envie de dire bien au contraire, et notamment si vous avez des allergies chroniques, par exemple, des infections chroniques, des cystites chroniques. Vous voyez, une immunité basse, les allergies saisonnières typiquement, Mhm. prenez des probiotiques. Moi, je vais vous donner une anecdote. J'ai régulièrement des patients qui viennent me voir pour des problèmes digestifs parce que comme je me suis spécialisée sur le microbiote, forcément, Mm, il y a un entonnoir au début qui fait qu'on vient me voir majoritairement pour ça. Et régulièrement, j'ai des patients qui souffrent d'allergies saisonnières, donc pas tout au long de l'année, mais de manière très saisonnière au moment des pollens. Et régulièrement, j'ai ces patients à qui j'ai vraiment fait une révision du microbiote intestinal où on a travaillé l'inflammation de bas grade, on a travaillé éventuellement évidemment l'alimentation, on a travaillé avec des probiotiques, des prébiotiques, la glutamine éventuellement, enfin bon, des supports micronutritionnels et qui au moment des allergies me disent: «Qu'est-ce que vous m'avez donné? J'ai pas eu de réaction allergique cette année». Alors souvent, je me gâche de leur dire: Je vous ai rien donné, mais votre microbiote va certainement beaucoup mieux». mm, Donc voilà, donc il n'y a pas que les réactions digestives qui nous font dire: «Tiens, je devrais prendre des probiotiques».
et je me réfère à ce consensus médical autour des enfants, hein, où vraiment c'est une recommandation, ben, les adultes devraient réagir pareil. Si je souffre de cystite chronique, c'est beaucoup de femmes. Si je souffre d'allergies saisonnières de plus en plus à cause de la Ouais. pollution, vraiment il y a de plus en plus de patients, pensée probiotique, c'est vraiment une base et sans aucun risque, véritablement. Ok. Moi, c'est passionnant. Je vais rebasculer du côté de la cellule. Euh, Nous, forcément, notre domaine, c'est le sport, l'activité physique. Ouais. Donc, on sait que l'hormèse, l'hormèse qui est un stress bénéfique pour nos cellules, pour la qualité de nos cellules et le nombre de cellules, est bénéfique pour les cellules. Vous, votre spécialité, c'est effectivement la nutrition cellulaire. Quels sont les principes clés de la nutrition cellulaire pour améliorer et avoir une meilleure qualité de cellules? Alors, on va aller sur le sportif, parce que chacun est assez différent, mais on pourra quand même facilement le généraliser. Si on parle de la cellule et d'optimiser justement la densité des mitochondries, le sport est une excellente pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais optimiser mes cellules sur la fonction mitochondriale, je vais optimiser la densité des mitochondries. Ça va me donner de l'énergie, mais il va falloir que je lui fournisse Bien la sûr. bonne énergie. Mm. Alors la bonne énergie, bien sûr, là encore, ce sont des généralités et des grands points. Par rapport au sport, il y a un antioxydant qui est vraiment le cœur de la cellule et de la mitochondrie, c'est le coenzyme Q10, l'ubiquinol comme on l'appelle. Ça, véritablement, si vous faites du sport et qui va développer vos mitochondries au cœur de vos cellules, vous allez avoir besoin de plus. D'accord. Alors l'alimentation, bien souvent, ne vous la portera pas en quantité. C'est pour ça que moi, en tant que micronutritionniste, je vais véritablement faire des recommandations de supplémentation qui peuvent être adaptées en fonction de l'entraînement, en fonction des preuves sportives, et pas forcément à prendre en permanence avec une alimentation bien sûr adaptée. Mais l'avantage d'aller agir au cœur de la cellule, c'est que vous allez avoir de meilleures performances et surtout une meilleure récupération. Parce que la mitochondrie, elle vous aide à récupérer. Elle vous donne de l'énergie cellulaire pour la récupération. Donc, le coenzyme Q10, c'est vraiment essentiel. Ok. L'avantage du coenzyme Q10, c'est qu'il est nécessaire à vos mitochondries et que comme c'est un antioxydant, il va lutter partiellement, bien sûr, pas uniquement, pas le seul, sur le stress oxydatif. Et le sportif de haut niveau, ce qui lui pend au nez, c'est le Mm. stress Bien oxydatif. sûr. Ouais. Le sportif de haut niveau, il va avoir un stress oxydatif important. Et là, si on parle de nutrition cellulaire, mais que j'ai un stress oxydatif important, je vais avoir un effet délétère sur ma fonction cellulaire et sur ma fonction mitochondriale. Donc là, véritablement, le coenzyme Q10, les autres antioxydants aussi, mais comme il a cette fonction antioxydant, va pouvoir réguler, limiter, diminuer le stress oxydatif et par effet collatéral, améliorera encore l'énergie cellulaire Bien sûr. pour le sportif. Donc, je le mets en premier, celui-ci, il y en a plein d'autres, mais je le mets en premier parce qu'en plus, il a ce pendant sur le stress oxydatif et qui vraiment est, et j'ai envie de dire, le bémol du sportif, Bien sûr. véritablement. Après, il y a plein d'autres oligo-éléments. Le magnésium, il est essentiel à la mitochondrie. Il est essentiel aussi à la fibre musculaire pour qu'elle se contracte, mais à la mitochondrie cellulaire. Donc ça, c'est aussi un autre oligo-élément extrêmement intéressant. Et puis après, les antioxydants. Tous les antioxydants. On parle beaucoup des polyphénols parce que beaucoup d'études sont faites sur les polyphénols. Donc moi, je vais me référer aux études et je vais parler des polyphénols qu'on trouve aussi dans une alimentation variée, autour des fruits rouges en particulier, des fruits en général. Mais le sportif, c'est un besoin accru. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que le sportif, à mon sens, il ne peut pas se contenter d'avoir une alimentation super équilibrée qui doit être une base, indispensable. Là, je ne peux pas revenir Ouais. dessus, Bien sûr. Mm. indispensable. Mais ses besoins sont tellement accrus au cœur de la cellule, il développe un tel stress oxydatif qu'il va falloir lutter contre ce stress oxydatif pour peu qu'il altère son microbiote, Mm. parce que le stress oxydatif va altérer son microbiote. Donc, il va avoir des besoins accrus. Et là, la micronutrition, les compléments alimentaires, pour les parler de plus vulgairement que scientifiquement,
vont être, à mon avis, indispensables pour le sportif. Je ne parle pas d'en prendre en permanence, mais en fonction des besoins, des entraînements ou des objectifs, pour moi, c'est un incontournable. Bien sûr, parce que on sait que le sport est bénéfique pour la santé, ça, on le sait tous, mais on ne sait pas que trop de sport n'est Ouais, pas bénéfique pour la santé. Le exactement. sport, c'est du stress Ouais, et restera du stress. Effectivement, ça peut être de l'hormèse, donc du stress, le corps et les cellules vont pouvoir s'adapter, mais trop de sport va faire trop de stress. C'est c'est comme un ça, manque de sommeil, du stress oxydatif lié au mode de vie, à la pollution, trop de exactement. sport et du stress également, C'est pareil que le stress ponctuel. bien sûr. C'est très bénéfique. Avoir un coup de stress, ça stimule le cerveau, vous devenez beaucoup plus performant intellectuellement. C'est vraiment optimal. Par contre, dès que vous avez du stress chronique, ça diminue vos performances psychiques. Ben, le sport, c'est exactement pareil. Il faut faire du sport de temps en temps et régulièrement pour autant, mais le sport à haut niveau, ça accentue ce stress oxydatif comme le stress accentue le cortisol et tous les effets délétères. Bien sûr. Ouais. Là, on a parlé du sportif, plus de haut niveau du coup. Oui, Et si on se réfère un peu plus à un public, je dirais plus courant, avec une pratique de 3 à 4 fois par semaine, par exemple, est-ce que vous auriez des recommandations? Est-ce qu'elles pourraient être à peu près les mêmes ou on rentre vraiment du coup sur une nutrition cellulaire qui est différente? globalement, ça peut être pareil en fonction du ressenti de la personne par rapport à sa pratique physique. Ce que vous dites, 3 à 4 heures par semaine, j'ai envie de dire, tout le monde devrait le Mmh, faire et ça c'est c'est sûr. c'est Mmh, hygiénique, hein, c'est une mmh, pratique hygiénique sportive. Si on a l'alimentation adaptée, diversifiée, des fibres, des antioxydants, des vitamines, une alimentation non industrielle, évidemment, plutôt locale et de saison, enfin tout ce mmh. qu'on entend comme chanson de base et qui est absolument indispensable. Si cette personne qui fait du sport a cette alimentation-là, elle n'a pas obligatoirement des besoins avec une supplémentation en complément alimentaire. Par contre, si le fait de faire du sport ne lui donne pas d'énergie, ça veut dire que ses réserves sont basses. Mmh. Une pratique de 3 à 4 heures par semaine, ça doit vous donner de l'énergie. Vous faites du sport sans que ce soit excessif, sans que ce soit une pratique excessive, normale, on va dire. Vous ressortez de votre séance, vous avez une bonne énergie, vous avez même une meilleure énergie, votre journée se passe beaucoup mieux. Ça, c'est un vrai signe que Mmh. votre C'est OK. alimentation elle est complètement adaptée et votre pratique est bonne, donc tout va bien. Si, sans que ce soit une pratique sportive intense, 3 à 4 heures comme vous l'avez dit, et que cette pratique ne vous donne pas d'énergie, c'est que les réserves sont trop basses. Alors, on parlera toujours alimentation, il faut peut-être revoir l'alimentation, mais là, la supplémentation avec des compléments alimentaires temporairement peut faire le relais justement à un changement alimentaire qui va être plus bénéfique. Donc, il faut le voir de cette manière-là. OK, très bien. J'étais pris dans le discours. Moi, du coup, c'est passionnant. C'est passionnant. Moi, j'avais une question. C'était, on sait que les cellules, on sait que on a reçu Vincent Pacto dans notre dernier podcast, et on sait que 75% des décès actuellement dans le monde sont liés à des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, métaboliques. Et vous avez parlé du microbiote du système immunitaire. On a parlé aussi également des cellules. Quel est le lien? Parce qu'on sait que le système immunitaire aussi fait son travail contre les maladies. Bien sûr, il Mais est quel va être le lien? Je ne sais pas comment formuler ma question, mais quel va être le lien entre cellules, euh, le système immunitaire et le microbiote? En tout cas, comment les cellules et le microbiote agissent en synergie pour combattre les maladies chroniques et combattre ce stress oxydatif? Parce qu'on sait que les maladies neurodégénératives, le cancer, n'arrive jamais sur un terrain sain et stable. Alors, euh, Je ne sais pas si ça a été clair. si Mmh. c'était très clair. Pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs piliers de la longévité. Ben, il y a plusieurs piliers, c'est les mêmes pour la santé. D'un côté, vous avez le microbiote qui fait son job. S'il est équilibré, vos cellules intestinales vont bien sécréter les cellules immunitaires et vous aurez une bonne capacité de défense. Mais pour cela, il faut aussi qu'en parallèle, donc on est en parallèle, vous voyez, ce sont Hmm, des pièces de puzzle qu'on rajoute. Il faut qu'en parallèle, vos cellules, elles fournissent la bonne énergie bien pour sûr. que tout ça fonctionne bien. En parallèle, il ne faut pas qu'il y ait d'inflammation. Parce que vous parliez du cancer ou d'autres pathologies,
On va éventuellement regarder ce qu'on met dans son assiette. C'est important, je ne vais pas vous dire le contraire. Éventuellement de supplémentation, on parlera de son microbiote. Mais quid du stress et de son impact sur l'inflammation de bas grade que ça va générer. Donc, c'est un puzzle dans les symptômes, mais c'est un puzzle aussi dans la capacité à ne pas tomber malade. Bien sûr. Donc, il y a un microbiote d'un côté, il y a une mitochondrie de l'autre, il y a limiter l'inflammation de bas grade, il y a limiter le stress oxydatif, il y a réguler son poids, parce que vous parliez notamment des pathologies cardiovasculaires, des sûr. maladies métaboliques. Réguler et contrôler le poids est absolument indispensable et on le voit de plus en plus. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la résistance à l'insuline. C'est véritablement corrélé dans 95% des cas avec le statut poids de la personne. Donc, tout ça, il faut les considérer. Ils ne sont pas toujours imbriqués les uns avec les autres, mais ce sont des pièces de puzzle, et j'aime bien le mot puzzle, qui vont construire Bien sûr. un bon état de santé. Ok. Effectivement, c'est que j'ai ma gestion du stress, ma nutrition que je maîtrise, mon activité physique. Bien En sûr. fait, effectivement, on va rajouter ces piliers-là à la santé qu'on maîtrise. Et c'est effectivement le puzzle dont vous avez l'expression, qui va faire chaque pièce, va s'imbriquer et faire de notre santé la plus optimale possible et de lutter contre toutes ces maladies-là. Bien sûr. Vous voyez, moi, je me réfère souvent aux études qui sont faites sur les Blue Zones, où on a ces centenaires incroyables sur des zones du globe. Alors, les plus connus, c'est les centenaires d'Okinawa au Japon, mais il y en a aussi au Costa Rica, il n'y en a pas qu'au Japon. Et quand c'était il y a maintenant presque une petite vingtaine d'années que ces études sont sorties sur Okinawa, je m'étais empressée de les lire en me disant: «Je vais trouver, vraiment, au niveau de l'alimentation», voilà, j'allais chercher, la perle rare de l'alimentation et je pensais la trouver. Et puis j'ai lu plusieurs études et en fait, il y en a une qui se terminait par le fait que certes, ils mangeaient local, certes, il n'y avait pas de produits transformés, certes, l'alimentation visiblement était riche en polyphénol, donc ça, on revient à notre stress oxydatif, mais qu'ils étaient heureux, qu'ils jouaient et qu'ils avaient un lien social très fort pour des personnes âgées. Et là, ça a été révélateur pour moi en me disant, bah, il n'y a pas qu'une pièce, il n'y a pas que l'alimentation. Vous voyez, Bien sûr. j'étais une jeune praticienne et je ne pensais peut-être qu'à une chose. Et me dire, bah, non, c'est un puzzle de tout. Si vous mangez bien, que vous faites du sport, mais que vous n'êtes pas heureux, que vous avez du stress, ça ne se passe pas de la même manière. Donc, je pense qu'il faut tout, il faut ce puzzle. Et c'est vraiment tous ces centenaires, quand on regarde tous ces centenaires, il y a au-delà de l'alimentation, bien sûr, au-delà, moi je vais dans la micronutrition, c'est-à-dire ce qu'apporte leur alimentation, les polyphénols, puisque les polyphénols sont vraiment cités dans tous les territoires où il y a ces blue zones. Il y a quand même deux faits importants qui sortent de notre contexte, mais qui sont très importants. C'est le fait qu'il y a du lien social et qu'ils sont heureux et qu'ils sont encore dans la vie, et le fait qu'ils sont en relation avec la nature. Et nous, urbains, ça nous fait réfléchir. Oui, parce que cet élément-là est Complètement. plus, Voilà. plus Moins délicat. accessible. Ouais, ben, oui, il faut, je pense qu'il faut se donner les moyens de le faire, avec chacun avec ses moyens. Il ne s'agit pas de prendre l'avion pour aller voir la nature. Non. On peut prendre un RER et aller Complètement. dans une forêt qui n'est pas très loin de Paris, ou habiter à la campagne et profiter d'y être pour aller marcher dans une forêt au bord de la mer dès qu'on peut, et pas de rester devant sa télévision à regarder la mer, quoi. Voilà, c'est mieux. C'est pas les mêmes effets, en effet. Non, c'est pas les Pas mêmes les mêmes effets, effets. effectivement. Ouais. Effectivement. Non, T'as en une effet, question, le lien social, on en avait déjà parlé Ouais, lors d'un beaucoup. podcast avec Pauline, où justement cette notion de lien social était très très important, Bien sûr. et que c'était un des piliers aussi en effet de la longévité. Oui, et puis on pourrait le ramener à l'alimentation, Oui, parce qu'une personne âgée qui va vivre seule, elle va pas avoir l'envie de faire à manger, elle va pas avoir l'envie de manger. Et il y a pas mal d'études dans malheureusement des maisons de retraite où on s'aperçoit que ces personnes ont une alimentation qui n'est pas qualifiée, en ce sens que elles finissent pas leurs assiettes, on regarde pas forcément ce qu'elles mangent, ni ce qu'elles boivent, parce qu'elles sont pas suffisamment hydratées, et que juste, mais c'est des études extrêmement simples, c'est vraiment des études épidémiologiques qui ont été faites. On fait attention à ce qu'elles mangent. On leur impose, entre guillemets, on fait en sorte qu'elles mangent leurs protéines, qu'elles mangent leurs fibres, qu'elles boivent de l'eau.
et on les met dans une convivialité différente en les faisant bouger, danser, et donc elles vont avoir plus d'appétit, elles vont être plus heureuses, ces personnes, à manger, eh ben, beaucoup des symptômes neurodégénératifs disparaissent à 70%. C'est énorme. Donc, Mmh. l'alimentation, elle est aussi liée. Parce que quand on est seul, je pense que chacun Oui. d'entre nous, quand on est seul, On on n'a pas prend un envie de truc sur un manger, bout on de a table et puis on va pas manger. mmh. Donc, c'est vrai que ça nous fait réfléchir par rapport à nos anciens, hein. C'est vraiment très important. Moi, je suis auvergnate et dans ma famille, on laissait toujours une assiette libre pour la personne qui allait arriver parce que c'était toujours des grandes tables. Donc, je pense que voilà, le lien social, ça va aussi avec l'alimentation parce qu'on va mieux s'alimenter avec beaucoup plus de plaisir et on va manger sans y penser. Alors que sinon, on s'impose de manger. C'est pas du tout la même chose. Donc, tout est lié. Tout ça, c'est des pièces que j'aime bien dire d'un puzzle. Pas forcément imbriquées, mais complètement liées. On a parlé effectivement des moments de convivialité, de microbiote. Je vais aborder la question du gluten, du lactose. Moi, je suis d'origine italienne. Ma Ok. famille est d'origine italienne. Et donc, mes grands-parents, qui sont toujours en vie, ont toujours mangé du gluten, ont toujours mangé des pâtes, des pizzas. Voilà, c'est imbriqué dans le mode de vie, dans l'alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez? On a tendance à entendre qu'il faut bannir le gluten de l'alimentation, qu'il faut le lactose également. Qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, du lien entre le microbiote et le gluten, qui n'est plus forcément de bonne qualité, mais en tout cas entre le gluten, le microbiote, la Et longévité et la ouais. santé? Et le lait de Alors vache ça, aussi, en effet. c'est Aussi, voilà. ouais. Alors ça, c'est une Mmh. excellente question. Moi, je me suis spécialisée, quand je vous disais sur le microbe, c'était sur les intolérances alimentaires initialement. Donc, j'ai une longue Ouais. expertise sur les bilans au tir des intolérances alimentaires. Et alors vous êtes italien et le gluten, et moi, je suis auvergnate avec le fromage. Alors vous imaginez bien que quand je découvre que je suis intolérante au lait de vache, alors que j'ai cette hérédité d'auvergnate et que c'est impossible de ne pas manger de fromage. Vous, c'est pas Ah ouais, possible de manger des complètement. pâtes, Ah mais bah oui, vous arrivez en Auvergne, c'est pas possible de pas manger bien sûr. du fromage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses. La première chose, que ce soit le gluten, et on va parler de la céréale qui contient, parce que le gluten, c'est qu'une protéine incluse dans une céréale. Donc, avant de parler gluten, parlons céréales. Je Bien préfère sûr. parler alimentation, donc le blé, pour ne pas le citer. Si on parle de l'intolérance au lactose, c'est le lait. Ces deux grandes catégories alimentaires, elles ont été profondément modifiées. Le blé, c'est l'aliment le plus génétiquement modifié. D'accord. Donc, en quelque sorte, c'est comme si vous parliez du blé de vos ancêtres, qui était une personne avec 2 bras, 2 jambes, et puis aujourd'hui, vous parlez du blé, qui est une personne qui a 6 bras, 6 jambes, qui ressemble plus du tout Bien à sûr. l'être initial. Donc ça, c'est très important. Donc, vous ingérez une molécule qui n'est plus du tout la même. Pour le lait, il ne faut pas quand même se leurrer. Moi, je suis issue de la campagne. Nos vaches, pour produire plus, elles sont piquées aux hormones. Ça, c'est un état de fait. Éventuellement, enfin, c'est pas éventuellement, systématiquement, les vaches à la naissance aussi sont piquées aux antibiotiques pour qu'elles ne tombent pas malades et qu'elles produisent plus. Donc, tout ça sont des paramètres chimiques qui vont être, qui vont être inclus dans l'aliment lait Bien sûr. et qui vont modifier les immunoglobulines du lait, qui vont faire qu'elles ne vont plus avoir la même structure. Donc, pour digérer tous ces aliments-là qui sont profondément modifiés, mais il y en a d'autres. C'est les deux plus grandes catégories dans le monde quand même. Hein. Le pain, tout le monde en mange, au-delà d'être italien dans le monde. Complètement. Et le fromage, c'est un aliment facile à conserver. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'on mange assez souvent sur l'ensemble du globe. Donc, la qualité alimentaire, elle a profondément été modifiée. Donc, ça, c'est absolument important d'en avoir conscience. Deuxième paramètre, c'est le microbiote. Le microbiote qui reçoit ces aliments, pas que le gluten et pas que le lactose, mais de par l'alimentation hautement industrielle qu'il ingère, peu de fibres, très peu de micronutriments. On parlait tout à l'heure des macros et des micronutriments. Microbiote, il a besoin de certaines vitamines, il a besoin de certains acides gras, au-delà des fibres que l'alimentation apporte, pour que ces bactéries s'entretiennent et se développent correctement. Donc, si dans le même temps, vous mettez deux catégories alimentaires qui ont été profondément modifiées au cours du temps et un microbiote intestinal pour la grande majorité de la population qui n'est plus celui qu'il devrait être, vous avez des intolérances Bien sûr. alimentaires qui surviennent. Donc, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Et donc, du coup, quelles seraient les solutions?
Alors la solution, on va pas pouvoir faire marche en arrière pour la qualité Mmh. alimentaire, même si Malheureusement. il y en a qui Mmh. luttent, hein. Heureusement, il y en a qui Il y a luttent avec des quelques blés anciens, mais il y a des normes aberrantes qui leur imposent de ne pas le faire. Enfin bon, ça, c'est très, très compliqué et c'est pas mon domaine, donc je pourrais pas être, spécialiste pour vous en parler. Pour le lait, si on avait la chance de vivre en Auvergne ou dans une région laitière et d'avoir le les vaches. paysan d'à côté comme moi, quand j'étais enfant, j'allais Mmh. chercher le C'est lait au génial pied de la ça. vache. Alors c'est Ouais. pour vous dire. Bon, là maintenant, ça a beaucoup changé. Bon, on va dire que l'alimentation, on peut pas trop y changer. Il va falloir avoir une alimentation globale et pas que regarder gluten, lactose, même si c'est très important parce que vraiment, moi, je m'y intéresse depuis 20 ans, donc c'est vraiment très important quand il y a des problématiques digestives de au moins les éliminer temporairement pour les réintroduire après, pour faire un peu le calme dans cet intestin. Mais c'est surtout de revoir l'alimentation globale. C'est d'avoir une alimentation qui soit peu inflammatoire, donc pauvre en sucre, qui soit une alimentation diversifiée avec des fruits, des légumes frais, justement pour amener ces vitamines, ces fibres. Donc de revoir la copie sur son alimentation, de faire une pause et de voir comment on peut les réintroduire et si besoin s'occuper de la flore intestinale avec des probiotiques dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a une vraie nécessité quand il y a une problématique à la digestion. Quand vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on doit tout s'arrêter? Évidemment non. Bien Ça, sûr. c'était pas mon discours. Mais si, en tant qu'individu, je m'aperçois que quand je consomme ces deux grandes catégories alimentaires qu'on vient de citer, le gluten et le lactose au sein de l'alimentation, qu'on a des réactions digestives, il faut vraiment faire quelque chose parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Ça, par contre, Bien ça, c'est sûr. mon expérience Mmh. professionnelle. Donc, il faut revoir son alimentation au global, dans sa diversité, pardon, et dans son équilibre. Il faut exclure le mieux qu'on puisse. Je dis toujours à mes patients 90%, 80-90%, c'est déjà très bien. Et revoir le microbiote intestinal. On fait ça pendant 3 mois et après on essaie de réintroduire et sans excès ces catégories alimentaires qu'on ne supportait pas. Mais ce n'est pas à éliminer pour la population. C'est à éliminer si on a des réactions digestives Mmh. à ces aliments. Mmh, Ça, mmh, c'est très important. mmh. Mais par contre, ça peut être, vous qui êtes sportif, il y a de plus en plus de sportifs qui font ces bilans d'intolérance alimentaire. Pourquoi? Parce que quand il y a des intolérances alimentaires, ça génère de l'inflammation et de l'inflammation de bas grade dont on parlait tout à l'heure, au-delà d'un déséquilibre du microbiote souvent associé, et que les sportifs de haut niveau se sont aperçus que quand ils ont des intolérances alimentaires, donc j'insiste vraiment, quand ils ont des intolérances alimentaires, de les éliminer font qu'ils ont des meilleures capacités physiques et des meilleures récupérations et moins de blessures. Tout ce qui est tendinite à Mmh. répétition, déchirure à Mmh. répétition, l'alimentation inflammatoire, donc on se rapproche des intolérances alimentaires. Et là, on ne pensera pas qu'au gluten et aux produits laitiers, mais c'est malheureusement quand même les plus fréquents. Bien sûr. Ça peut être très intéressant à effectuer, ou au moins pendant la période du challenge du sportif, de le diminuer, ou s'il a vraiment des blessures à répétition, de faire ce protocole pour améliorer son état de santé, tout simplement. Très bien. Moi, je voulais qu'on parle d'une dernière petite pièce du puzzle qui est le Oui, sommeil. oui, Du coup, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure dans un des piliers de la longévité et on vous rejoint tout à fait là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel impact a le sommeil sur la santé cellulaire, du coup? alors vraiment, c'est que si vous dormez de manière insuffisante ou non qualifiée, vous n'allez pas réguler la nuit vos neuromédiateurs. Tous ces neuromédiateurs qui sont la dopamine, la sérotonine, la mélatonine, la noradrénaline, le cortisol. Et nombre d'entre eux, quand ils sont en excès comme le cortisol, vont être des hormones pro-inflammatoires. Et donc, vous allez rejoindre un des piliers qui est l'inflammation de bas grade. Et l'inflammation de bas grade, elle est un pilier aussi important que le microbiote, on a bien compris. Et donc, si vous commencez à rentrer dans un état inflammatoire à votre insu, c'est ce que veut dire l'inflammation de bas grade, vous n'avez pas forcément de douleur, Mhm. mais vous allez accélérer votre vieillissement et vous allez avoir un vieillissement prématuré. Et donc là, on rejoint les piliers de la longévité, les piliers de la santé. Et donc le sommeil, c'est un vrai pilier de la santé cellulaire parce que vos mitochondries, quand il y a de l'inflammation, elles fonctionnent au ralenti. Donc,
on a l'impression, j'entendais un spécialiste du sommeil parler, il disait en fait, un manque de sommeil, c'est assez rare. Alors, ça peut être vu, mais Mmh. il disait que c'était assez rare. Mais en fait, l'impact d'un sommeil altéré sur l'état de votre mitochondrie, qui va générer de l'énergie dans la journée, ça, c'est vraiment en lien. Et cette fatigue, elle n'est pas que induite par le manque de sommeil quand il est relatif, on va dire ça comme ça, une insomnie totale, bien évidemment non, mais par contre sur l'incidence au long cours sur l'état de la fonction mitochondriale et de la production d'énergie. Donc, si on revient à la santé, à la longévité, le sommeil est un pilier essentiel, évidemment. Et ce qui est catastrophique aujourd'hui, c'est qu'à cause des écrans, hein, c'est pas moi qui Oui. l'annonce, Ouais. à cause des vies urbaines où il y a aussi une pollution lumineuse, une pollution sonore, pollution lumineuse, s'endormir quand il y a du bruit autour de soi ou s'endormir quand on est à côté d'un feu rouge et que ça clignote toute la nuit, Mmh. ça fait pas la même chose. Mais en fait, on va vraiment avoir une population qui devient déficitaire en sommeil. On considère qu'il faut quand même 8 heures de sommeil et la population jeune en est très loin. Jeunes, pas les enfants, mais nos jeunes adultes en est très loin et la population globale diminue son temps de sommeil par, les sollicitations par les écrans, par, rester sur un film et reprendre la deuxième l'épisode qui suit plutôt que de s'arrêter. Enfin bon, voilà. Ce qui fait que le sommeil, moi je l'ai mis dans l'ensemble des piliers, mais peut-être qu'à terme, il deviendra un pilier, majoritaire Mmh mh. à cause de ça. Tout simplement parce que, notre manque de sommeil est croissant au sein de la population et que ça, c'est véritablement à terme délétère pour la santé, mais pour la longévité, évidemment. Parce que ces blue zones où ils vivent au contact de la nature, ils vivent au rythme du soleil et de la Mmh. nuit. Ouais. Et ça, c'est important pour le sommeil. Mmh mh. Donc Alors, voilà. je pose ma petite question Ouais. aussi par curiosité. Mais je me suis longtemps posé la question, parce qu'effectivement, si on reprend nos ancêtres et qu'on vit dans la nature, on vit effectivement, en effet, pour dormir la nuit et pour vivre éveillé le jour. On sait que, par exemple, l'été, les journées sont plus longues et la nuit est plus courte. Est-ce que, par exemple, on parle souvent qu'il faut, effectivement entre 7 heures à 9 heures de sommeil? Il y en a qui dorment un peu moins, d'autres un peu plus en fonction de l'endroit où ils se situent sur le continent. Est-ce que c'est vraiment 8 heures, fixes? Ou est-ce que par après, je sais que la constitution, en tout cas le taux de sommeil profond, de sommeil paradoxal a aussi son importance. Mais est-ce que vous pourriez donner des conseils, en tout cas, sur comment améliorer la qualité de son sommeil? Est-ce qu'il y a une durée fixe? Alors Tous je ces pense que ouais, paramètres-là. ouais, je pense que comme dans tout, il faut pas se prendre la tête, mais néanmoins, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres, d'études. Il y a au sein de la population très peu de petits dormeurs. Gens qui vous disent: «Ah moi de toute façon, moi j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Je dors 5 heures. Voilà, je Ouais. dors, 4 heures et je Je suis en suis en forme». forme. Mmh. C'est très rare. Il y en a très, très peu. Je crois que c'est autour de 3 maximum sur la population. Donc on va parler pour tous les autres. Tous les autres, il y a une moyenne de 8 heures. Il y a une moyenne de 8 heures, mais quand, comme vous le dites très justement, c'est plus, en synchronicité avec le jour et la nuit, ça va devenir la qualité du sommeil. S'il était par le fait, peut-être que je vais m'endormir plus tardivement, mais que ma biologie, elle est complètement, mon biorhythme va être complètement en phase avec le jour et la nuit, la qualité du sommeil sera optimale. Donc, que ce soit l'hiver plus, l'été moins, le fait d'être en phase avec ce coucher de soleil et ce lever de soleil idéalement, va faire une qualité de sommeil qui sera bien meilleure. Et ça, c'est très important. Donc, le fait de se dire toute l'année, je dois dormir 8 heures, non. Le fait de voir un petit peu son état de santé, son énergie, c'est important pour le mettre en phase. Mais c'est surtout d'être réglé sur la nuit et sur le jour. Et là, ça serait un autre débat, mais c'est quelque chose qui est passionnant aussi. C'est la chronobiologie. La Mmh. chronobiologie, on se lève le matin, on ouvre les yeux, la lumière.
Si on est enfermé et qu'on va pas avoir, on va même pas prendre le temps d'ouvrir ses volets pour voir le jour, même si c'est l'hiver, il fait jour, ou en tout cas on attendra peut-être un peu. Mais en tout cas, le fait de se réguler notre système de vie au-delà du sommeil, mais notre activité et notre sommeil, de le réguler avec la nuit et le jour, va faire que nos biologies, alors là c'est extrêmement complexe ce que je suis en train d'aborder, on est en train de parler de chronomédecine récemment et je pense que ça c'est un de l'avenir de la médecine, il y en a d'autres heureusement. Mais en tout cas, nos biologies, notre cholestérol, il est sécrété plutôt le matin, notre insuline plutôt l'après-midi. Enfin, voilà, toute notre chronobiologie, toute notre biologie est liée au jour et à la nuit. Quand on le respecte, on va forcément être en meilleure santé, en meilleur état Bien sûr. énergétique. Donc, pour revenir à la question, j'ai un peu divergé sur la durée de sommeil. Véritablement, l'endormissement avec la nuit, le réveil avec le jour, idéal. Au-delà de la durée. Ok, Mais très on bien. n'en est pas loin quand même. Oui, je Hein. comprends. C'est on va dire que quelqu'un qui a un sommeil de 8 heures, avec un sommeil, on va dire, classique, qui n'optimise pas son sommeil, va être équivalent à quelqu'un qui est enfin, qui va privilégier son sommeil, qui va le rendre beaucoup plus optimal à un sommeil de 7 heures. Mais c'est en tout cas des conseils Ouais. global, Et puis la qualité de l'endormissement, bien sûr. parce que on le sait, c'est pas moi qui l'annonce, hein, évidemment, mais s'endormir après avoir passé 2 heures sur un écran, Pas on a la été même hyper chose. stimulé, votre mélatonine, elle peut pas être sécrétée, alors que son biorhythme, il est là, il est autour de 22, Mhm, 23 mhm, heures, elle doit être mhm. sécrétée à ce Bien moment-là. sûr. Donc reprenant des bouquins, et c'est vrai que les livres, c'est lourd, donc je vois des gens en train de lire sur leur tablette, et j'ai envie C'est de pas leur la dire, même chose. Bah non, c'est Prenez c'est pas un pas la la même même chose. chose, bouquin. Ouais. voilà. Mm. Prenez un bouquin. Moi, j'ai plein de bouquins à côté. Des fois, j'ai pas envie de lire longtemps. Je Mm. prends juste un où je sais que ça m'intéresse ou que je peux moyennement ou peu importe. Mais avoir des bouquins pour même une page pour lire, mais surtout pour emmener notre esprit ailleurs déjà, parce qu'il faut déconnecter pour arriver dans un bon sommeil. Et puis ces stimulations lumineuses qui empêchent cette mélatonine Mmh. d'être sécrétée. Donc là, c'est véritablement important et c'est pour ça que voilà, le biorhythme a aussi son importance. Effectivement, à vous entendre parler, enfin, on comprend que tout est lié. C'est par Ouais. exemple la mélatonine, c'est une hormone qui est antioxydante. Et On parlait et anti-inflammatoire. anti-inflammatoire Ouais, effectivement, donc on parlait de exactement. stress oxydatif. On sait que par exemple aussi, on a parlé de chronobiologie, mais que on a besoin en tout cas le matin, d'une exposition à la lumière pour élever le taux de cortisol, ce qui est normal le matin. Ouais, la Et on dopamine. sait effectivement que le taux de cortisol, après on a parlé d'insuline, on sait que le taux de cortisol le matin va venir monter le taux de glucose dans le sang. Ouais. Et donc du coup, bah, peut-être faire une résistance à l'insuline qui va être plus élevée le matin, qui va baisser et que l'insuline va augmenter potentiellement plutôt l'après-midi. En fait, on comprend que tout est lié. Mais Si tout on a est une Mm, mm, lié. mm. dérégulation du Tout, sommeil, tout est le lié. cortisol va être Tout est lié. impacté. Si on a une mauvaise production de mélatonine, on peut avoir effectivement un stress oxydatif qui va être beaucoup plus élevé. Enfin, voilà, on comprend qu'effectivement en Ouais, chronobiologie, ouais, enfin, c'est des sujets qui sont ouais, passionnants. tout est lié et c'est comme un organe. Si on regarde que la fonction digestive, mais qu'on regarde pas justement l'état de stress du patient ou son équilibre hormonal ou comment va fonctionner son foie, tout ça peut être aussi très lié. Mais en tout cas, je pense qu'il faut donner un peu de cohérence, un peu plus de cohérence dans notre monde de vie moderne. Plus de bon sens, j'ai envie de dire. Quand on a été élevé à la campagne, c'est un mot qu'on aime bien, comme moi. Donc, reprendre des rythmes différents, s'astreindre, parce que dans ce mode de vie moderne, il faut s'astreindre. Moi, je suis la Mm, première, hein, j'adore me mettre devant une série le soir après avoir travaillé, c'est magnifique, mais je m'en fais une. Je m'astreins, c'est jamais plus, parce que je ne dois pas et je ne veux pas me coucher tard parce que je sais que ça va affecter mon sommeil et que j'ai envie de bouquiner un peu avant. Chacun a sa manière de vivre et chacun l'utilisera comme il veut, mais en tout cas, le soir, c'est la nuit. Le soir, c'est pas de lumière. Et c'est vrai que les nuisances lumineuses en ville sont très importantes. Quand vous fermez votre rideau, mais que derrière, vous avez les lampadaires lampadaire. ou des néons qui, Mm, toute mm, la mm. nuit, Clignote. Ouais. Mm. exactement, ça, ce sont des nuisances pour le sommeil. On parlera encore des nuisances sonores, évidemment.
Donc le sommeil, c'est un tout. Il y a le rythme, à quel moment je vais dormir, mais la manière dont je vais faire de manière optimale ce sommeil. Alors, si on n'a pas la chance d'être dans un appartement sans bruit, eh ben, on met des boules caisses, on essaie Le de faire masque. ce qu'il faut, voilà, le masque. C'est pas toujours simple, Non. mais on essaie de l'optimiser. Et c'est ce que j'aime à dire à mes patients, c'est quand vous n'êtes pas dans des conditions idéales pour dormir, faites en sorte qu'au moins le biorhythme soit bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on n'a pas la chance d'être dans des conditions où tout va être bien fermé. Je ne suis pas devant un feu rouge avec des néons de partout. J'ai beaucoup de chance. J'ai pas de voisins bruyants et j'ai pas de bruit autour de Énormément de moi. chance. Voilà, on va dire qu'on a de la chance. Voilà. Si c'est pas le cas, il faut au moins se mettre en bon rythme d'endormissement et favoriser tout ce qui va me permettre de m'endormir de manière optimale, même si j'ai pas l'ensemble des paramètres, mais au moins une heure régulière. Déjà, l'heure régulière, c'est très important. Pas de stimulation lumineuse personnelle avant, même si mon environnement dans ma chambre n'est pas optimal, au moins j'ai mis ces bases et ça peut compenser les autres parce que si tout est négatif, évidemment, je ferai de l'insomnie et évidemment, je n'aurai pas un bon sommeil. Donc, c'est important d'identifier, pas de se dire perdu pour perdu, c'est comme pour le poids, Foutu pour perdu pour foutu. tout. Non, 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 non. Au contraire, imposez-vous encore plus une heure d'endormissement la plus régulière qu'elle soit. Parce que ça génère un bon biorhythme pour votre mélatonine, justement, même si vous avez un peu de stimulation lumineuse extérieure que vous ne maîtrisez pas, même s'il y a un peu de stimulation sonore, ça va être optimal pour votre endormissement. Donc, c'est comme ça qu'il faut essayer de faire. Et en tout cas, le sommeil, oui, il est prioritaire pour la santé. Très bien. Merci beaucoup parce qu'on a abordé plein de thèmes qui étaient très, très intéressants. Et Hyper comme tu passionnant, l'as dit, ouais. Victor, on a bien compris que c'était un grand puzzle avec des pièces qui s'emboîtaient pour faire en sorte que chaque personne vive mieux le plus longtemps possible. Est-ce que allez, quelques mots, une petite phrase, vous pourriez donner un conseil global, quelque chose qui pourrait résumer un petit peu tout ça Pas évident cette question, je Non, sais. non, elle est pas évidente. Mais j'ai envie de dire aux personnes qui vont nous écouter, euh, on se regarde dans la glace comment je suis habillée. J'ai un pull noir, j'ai un jean. Mais regardez-vous dans votre glace, qu'est-ce que vous avez comme symptômes? Vous êtes fatigué? Non, ça va. Vous dormez mal? Oh, c'est pas terrible. Vous avez des problèmes digestifs? Essayez de les identifier. Et après, ça vous donne déjà, parce que vous avez identifié cela, des pistes. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ah, c'est plutôt digestif, alors ça va peut-être être mon alimentation que je dois revoir. Peut-être que l'alimentation, même si elle me paraît optimale, elle n'est pas équilibrée pour moi. Ah, mon sommeil. Donc voilà, essayez d'identifier tranquillement et sans être excessif dans vos approches, parce que tout est lié, on l'a dit. Mais justement, c'est facile à chacun déjà de mettre en place des choses simples. Parce que voilà, l'alimentation, c'est facile à changer. Il faut juste avoir la volonté. Notre mode de vie, c'est pas toujours simple pour tout le monde, mais on peut peut-être améliorer quelques paramètres pour que justement, on n'ait pas coché toutes les cases négatives et que après, c'est des balances. Donc, on peut prendre soin de sa santé naturellement, facilement et efficacement. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour tous vos conseils. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut éventuellement vous retrouver, vous suivre pour ceux et celles qui voudraient aller un peu plus loin justement dans leur approche en micronutrition et peut-être sur leur microbiote, sur leur intolérance, Bien sur sûr. tout ce dont vous avez évoqué. Bien sûr. J'ai un site sur lequel j'ai développé une gamme de compléments alimentaires basée sur la cellulaire nutrition, qui est vraiment le résultat de mes 25 années d'expérience. Donc, c'est méthode-espinas.com. Et puis, les conseils, on les retrouve aussi sur l'Insta, qui est le méthode_espinas. Mais sur mon site, j'ai créé un outil digital d'aide aux Super. conseils personnalisés. C'est pas un outil pour vendre du complément alimentaire, c'est un outil pour donner des conseils Super. certes en micronutrition, mais des conseils diététiques. Parce que j'ai toujours dit, il n'y a pas de pilule miracle si on ne fait pas le bon changement alimentaire. Donc, je vous engage vraiment à aller sur mon site, dans l'onglet conseils personnalisés, et vous faites le bilan qui vous correspond, l'équilibre hormonal, les problèmes de peau, la digestion, et vous aurez des conseils
diététique et en micronutrition, bien sûr. Super, on mettra le lien sous notre épisode pour que les Merci auditeurs à puissent vous. le retrouver Ouais. directement. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager sur les réseaux sociaux. Suivez le docteur Espinas parce que c'est vraiment passionnant ce que vous faites. Merci. Merci encore d'être venu et de nous avoir partagé tous ces éléments et une partie de votre savoir, parce qu'en 1 heure, on n'a pas le temps de tout détailler, bien entendu. Mais c'était un vrai plaisir de vous recevoir Merci pour votre et invitation. on espère vous revoir très bientôt Avec également. plaisir. Merci beaucoup.